Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de Online Academy Focus Partner. Donc je me présente, je m'appelle Étienne Garcia, je travaille chez Google depuis 1 an et 2 mois maintenant, donc en tant qu'account stratégiste, notamment avec les agences. Donc aujourd'hui, on reçoit Effilab, donc l'agence Effilab qui a répondu au formulaire d'inscription diffusé dans la newsletter qui a été envoyée à toutes les agences Google Partners premiers. Et donc Jérémy, si tu veux peut-être te présenter rapidement à notre audience. Effectivement, Étienne, merci à tous. Donc, je suis Jérémy, je travaille au sein de l'agence Effilab en tant qu'account stratégiste SIA et je m'occupe au quotidien de la gestion de campagnes clients pour solutionner leurs problématiques digitales sur l'ensemble des leviers. On va voir justement aujourd'hui comment on peut vous aider et vous recommander des bonnes pratiques que nous utilisons au sein de notre agence sur Google Shopping. Donc aujourd'hui, comme l'a mentionné Jérémy, on va se focaliser sur Google Shopping. Je rappelle que le PDF sera disponible du coup pour toutes les personnes qui répondent aux questions de satisfaction. Donc après coup, on vous enverra la présentation. Et aujourd'hui également, je tiens à rappeler que vous pouvez nous poser toutes vos questions donc en live pendant le direct, donc en utilisant le hashtag AdWords Direct sur les différents réseaux sociaux que vous voyez du coup affichés à l'écran ici. Donc n'hésitez pas, on y répondra avec grand plaisir. Donc, pour commencer, on va dérouler ça en 3 points. Donc, un premier, une introduction en fait sur pourquoi Google Shopping et surtout dans quel contexte en fait ça a été créé pour répondre à quels besoins utilisateurs. Un deuxième point, on aura la chance justement d'avoir le cas pratique d'Effilab qui du coup gère un certain nombre de retailers sur Google Shopping et qui nous expliqueront quelles sont leurs étapes, en tout cas leurs best practices pour tirer parti de profit de shopping au maximum. Et on finira du coup par une session de Q&A. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions en live. Commençons sans tarder rapidement une introduction sur les comportements consommateurs pour vous mettre en contexte et pourquoi aujourd'hui on a développé Google Shopping comme outil. Aujourd'hui, il faut savoir, donc 3 points à retenir, c'est que on est dans une ère où les acheteurs sont beaucoup plus informés qu'auparavant, c'est-à-dire qu'on a des sources d'informations multiples, et ce qui fait qu'on est des utilisateurs et que nos clients sont de plus en plus exigeants. On a également un deuxième phénomène, c'est qu'on passe de la recherche d'inspiration à l'assistance. C'est-à-dire qu'avant, quand on voulait acheter par exemple un tapis ou un objet lambda, on allait chercher sur Internet ou sur Google, par exemple un tapis, on cherchait une couleur, on cherchait par exemple un format et on ne savait pas forcément ce qu'on voulait. Aujourd'hui, on a une idée beaucoup plus simple du fait de cette information, beaucoup plus précise en tout cas de ce qu'on veut. Ce qui fait qu'on est plutôt dans une recherche d'assistance et on s'attend à ce que notre parcours utilisateur soit adapté à nos besoins. Ce qui nous amène au 3e point sur l'expérience aujourd'hui qui est utilisateur donc homogène, ou du moins c'est ce qu'on recherche. On est de plus en plus exigeant et qu'on soit sur mobile, sur tablette ou sur ordinateur, on tient absolument à avoir l'expérience utilisateur la plus simple possible et la plus homogène. Un autre point du coup pour lier ça à Google Shopping et surtout à l'industrie du retail, il y a quelques points en fait qui sont à retenir, donc 5 notamment. Le premier qui est sur l'importance du mobile. Donc on le répète depuis maintenant quelques temps, le mobile est de plus en plus important dans le parcours utilisateur. Donc on a plus de 50% des requêtes qui ont été faites sur mobile récemment. Et un chiffre à savoir, c'est que 70% des gens qui commencent leur parcours d'achat sur Google le font sur mobile. Donc voilà, deuxième point, la recherche visuelle. Aujourd'hui, on a une industrie, surtout dans le retail, notamment sur la mode, mais pas que, qui se déplace de plus en plus vers de la recherche visuelle. On le voit avec l'essor de tout ce qui est réseaux sociaux type Pinterest, Instagram, Facebook ou autres, ou même de l'émergence de tous les vlogs sur YouTube. Donc, on est dans une recherche qui est beaucoup plus visuelle. 3e point, personnalisation et pertinence. Donc, ça rejoint un peu ce que j'ai tout à l'heure. On est toujours plus à la recherche justement d'annonces ou en tout cas d'expérience utilisateur qui soit adaptée à nos besoins. Et enfin, un point qui est, je pense, important à retenir, c'est surtout le changement, en tout cas le virage qu'a pris le online et surtout les synergies qu'il y a entre le online et le offline. Aujourd'hui, du fait de cet accès à l'information, on n'utilise plus du tout les magasins physiques comme avant. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de requêtes, un essor de requêtes qui est notamment sur les recherches locales, donc pour regarder si un produit est disponible en stock, pour regarder à combien de kilomètres de soi se trouve le magasin le plus proche pour un produit qu'on recherche. Donc, on a des usages en fait qui se modifient sur le online et qui viennent en fait créer des synergies avec le offline. Donc, on verra comment y répondre derrière avec notamment Google Shopping. Et ce qui fait que le rôle du magasin aujourd'hui se transforme puisque ça devient plus un point de collecte. On a beaucoup moins de visites en magasin, mais quand on y va, on sait pourquoi et on dépense plus d'argent en moyenne. Donc,
il y a quelques conséquences en fait à ça. Qui sont qu'on a voilà, des utilisateurs beaucoup plus exigeants qui recherchent de la personnalisation, comme je disais tout à l'heure, et qui cherchent en fait des parcours donc, simples, efficaces et qui sont sans embûches. Donc c'est pour ça, pour toutes ces tendances-là et cette modification en tout cas de l'industrie du retail qu'on a créé Google Shopping et pour répondre justement à ces différents besoins. Donc on rentrera un peu plus en détail tout à l'heure sur en tout cas les différentes solutions Google Shopping. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Google Shopping, en tout cas, se positionne pour répondre à ces différentes problématiques, notamment sur la découverte. Donc, on sait que 40% des requêtes shopping sont génériques. Donc, sur les nouveaux formats, on en parlera un peu avec Jérémy également, Showcase, par exemple. Shopping permet de la découverte sur des types de requêtes génériques, mais également sur d'autres formats un peu plus innovants, type TrueView for Shopping, entre autres. Et surtout les résultats personnalisés. Je pense que l'avantage de ce produit-là, c'est vraiment d'avoir une expérience qui est adaptée à chaque utilisateur. On est capable aujourd'hui de différencier si la personne qui fait c'est une requête, par exemple pour une veste en cuir, est un homme ou une femme, et du coup de lui proposer, si c'est un homme, une veste en cuir pour homme, et si c'est une femme, une veste en cuir pour femme, et au-delà de ça, de se baser sur son historique pour lui faire des recommandations personnalisées à travers Shopping. Et dernier point, les acheteurs mobiles, donc qui utilisent les mobiles pour aller acheter en magasin. Donc toujours autour de cette connexion entre l'online et l'offline, des outils, des extensions dont on parlera également, ont été développés pour justement faire ce lien. Voilà, tout ça c'est pour vous mettre un peu en contexte pourquoi Google Shopping, comment le positionner par rapport à vos annonceurs, et puis si vous êtes annonceur également, comment en tirer parti à différents niveaux de parcours et comment en tout cas l'exploiter. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir donc Jérémy de Effilab qui va nous parler un peu de quelles sont en fait ces bonnes pratiques et lui comment il systématise en tout cas ou quelles sont les étapes qu'il entreprend pour, quand il est un annonceur retail, en tirer un maximum profit des campagnes shopping. Merci Étienne. Donc nous chez Effilab, on aide nos annonceurs justement à être plus performants sur Shopping. Et c'est un process qui se déroule généralement en 4 étapes, qui va de l'optimisation de la qualité du flux shopping à une structure efficiente des campagnes et une bonne gestion qui permet justement d'optimiser sa présence sur ce levier Google. Donc, pour commencer, nous allons justement parler de l'étape numéro 1, qui est essentielle, qui est l'optimisation de la qualité du flux shopping. C'est une étape qui se déroule en 4 sous-étapes, dont la première est justement le choix du format de son flux. Nous conseillons à l'agence généralement un format XML qui permet d'être dynamique par rapport aux produits qui sont présents sur votre site web, et on conseille plutôt pour les annonceurs qui disposent d'un nombre important de produits dont les prix, les promotions encore à disponibilité varient fréquemment. En revanche, pour de plus petits annonceurs dont les moyens sont plus limités, du fait de sa facilité d'implémentation, nous pouvons conseiller le format CSV sous réserve que leurs produits varient très peu de prix ou sont toujours disponibles. Donc, après avoir choisi le format de son flux, un des aspects essentiels est de pouvoir entretenir son flux. Donc, s'assurer de la pertinence des éléments par rapport au site web garantira votre image de marque et empêchera tout effet déceptif lié à un prix supérieur à celui que l'on peut trouver sur Shopping. On ne le répète jamais assez, mais se rendre justement sur le Management Center de façon régulière pour s'assurer qu'il n'y ait pas de produits refusés et ainsi optimiser l'exhaustivité des produits sur Shopping est également essentiel. Encore une fois, corriger tous les problèmes qui sont relatifs à des URL non fonctionnels est très important pour les annonceurs afin de ne pas payer des clics qui ne ramèneraient pas de trafic sur le site web. Je pense que Jérémy, tu fais bien de le mentionner, le flux c'est quand même pour moi le nerf de la guerre quand on est sur des campagnes shopping. C'est indispensable d'avoir un flux qui est irréprochable, puisque c'est un peu, pour faire la comparaison, c'est comme si on a une voiture avec un moteur qui est défectueux, ça ne risque pas de marcher. Le flux c'est vraiment l'étape numéro 1. Donc voilà, l'idée c'est de creuser un peu ensemble. On peut se perdre très souvent dans le Merchant Center, on a des erreurs, des alertes un peu partout, des avertissements. On ne sait pas trop forcément comment prioriser. L'idée, c'est de regarder ensemble de manière un petit peu détaillée quels sont les différents types d'alertes et surtout les erreurs les plus fréquentes pour voir comment on peut les traiter et s'assurer qu'au moins cette première étape soit cochée avant de passer sur le reste, surtout sur la partie optimisation. Donc, regardons
les différents niveaux d'erreur. Donc, on a 3, en tout cas, niveaux d'erreur ou d'avertissement. Donc, au niveau du compte, donc vous voyez en bas, hein, généralement, ce qui apparaît dans le Merchant Center. Donc, au niveau du compte, vous avez des erreurs qui peuvent entraîner la suspension du compte. Au niveau du flux, ce sont du coup des informations et des erreurs qui peuvent entraîner le non-téléchargement du flux, donc qui ne sont pas pénalisantes pour le compte, donc il n'y a pas de risque de suspension, mais ça peut être handicapant. Et troisième point, du coup, au niveau des articles, où là, vous avez des informations, des erreurs ou avertissements, du coup, au niveau, comme son nom l'indique, des articles. Donc, j'invite à regarder à ce niveau-là, sur cet onglet, comment justement faire le tri et regarder ce qui est important vraiment pour vos campagnes. Et on va regarder justement les différentes erreurs et les erreurs les plus fréquentes. On ne va pas rentrer vraiment dans les détails. Là, l'idée, c'est plutôt de lister et surtout de traiter les erreurs qui sont les plus fréquentes pour que vous puissiez vous prioriser et au lieu de passer des heures dessus, vous dire bah, celles-ci, ce sont les erreurs qui sont les plus importantes à traiter en priorité. Donc, 3 niveaux d'avertissement, encore une fois, donc au niveau du compte, du flux et du produit. Si on commence par le compte, le premier frein, ou en tout cas la première erreur très souvent bloquante, est au niveau du prix. Le prix, tout simplement, qui est renseigné dans le flux, doit être le même, exactement le même que celui du produit que l'on trouve sur la page de destination. Donc, c'est aussi simple que ça. Après, voilà, il y a quelques petites choses à savoir. C'est que, par exemple, si vous avez plusieurs prix sur une même page, le prix du produit renseigné dans le flux doit être le prix qui est le plus prééminent sur la page. Donc, ça, c'est important à savoir. Il faut également uniquement avoir des prix fixes qui sont les seuls qui sont autorisés. Donc, si vous avez des enchères ou des prix avec réduction parce que vous avez une carte de vente, tout ça, ce sera refusé. Et dans le cas d'un prix soldé, puisque là, on est par exemple dans la période pour Black Friday, Cyber Monday et également les fêtes de Noël, gardez l'attribut prix avec le prix avant de réduction et ajouter surtout l'attribut prix soldé qui a été créé et, spécifiquement pour ça et que vous pouvez mettre en avant pour éviter justement le refus. Donc, deuxième point également, erreur assez fréquente, le GTIN, EAN, qui sont du coup les codes barres. C'est aussi simple que ça. Si vous n'en avez pas, vous ne pouvez simplement pas diffuser votre produit sur Flux Shopping. Donc voilà. Et le troisième point, les pages de destination génériques ou produits différents de ceux indiqués dans le flux de données. Donc tout simplement, il faut qu'un clic sur une annonce redirige l'internaute vers le produit exact qui est mentionné dans le flux. Et ce, peu importe en fait sa localisation géographique, ses cookies, son historique, son navigateur ou autre. Donc assez important, toutes ces erreurs-là, vous pouvez les voir, en fait, les retrouver sur notre centre d'aide AdWords. Vous pouvez voir de manière détaillée pourquoi c'est refusé, mais c'est bien, je pense, de les sortir et les mettre en avant et savoir lesquels bloquent généralement. Jérémy, tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est très souvent ce type d'erreur-là qui bloque le compte. Tout à fait. Du coup, un autre point, donc la collecte, utilisation non sécurisée d'informations personnelles. Alors ça, j'insiste vraiment là-dessus, surtout en tant que retailer, que vous soyez que vous gériez des comptes pour des annonceurs ou que vous soyez vous-même annonceur. C'est très important en fait en termes de sécurité d'avoir des pages qui sont adaptées. Donc il y a 2 points cruciaux. 1, de sécuriser votre site en SSL et 2, d'utiliser un protocole HTTPS sur toutes les pages et notamment sur celles sur lesquelles vous avez des informations confidentielles, donc que ce soit paiement ou autre. Dès que l'utilisateur rentre une information confidentielle, ayez un protocole HTTPS, autrement votre flux sera refusé. La modalité de retour manquante ou incomplète, tout simplement avoir les informations bien explicitement mentionnées sur votre page. Frais de port inexact, il faut que le prix de livraison précisé soit celui de la livraison à domicile. Refus de produit de manière préventive, donc ça, je vous laisse regarder. Il y a 2 types d'avertissements, ceux à 25 jours, ceux à 7 jours. Vous pouvez regarder, généralement c'est très simple, il suffit de corriger le problème ou alors de retirer le produit du flux et d'attendre, de le réimporter et d'attendre quelques jours. Donc généralement c'est 3 jours ouvrés. Mais ça, voilà, c'est généralement moins handicapant. Ensuite, un deuxième niveau d'erreur, donc au niveau du flux, surtout du format. Donc, il y a une seule règle, en tout cas, il y a une règle qui est assez importante, qui parle d'elle-même, c'est seuls les formats acceptables et définis par Google sont autorisés. Donc, vous pouvez regarder le détail aussi sur notre centre d'aide. Pour ce qui est de l'importation, donc vérifiez que vous soyez bien dans les volumes maximum. On ne va pas rentrer dans les détails non plus, mais en tout cas, il y a des tailles de fichiers qui sont imposées, que ce soit XML ou CSV, donc évitez justement de mettre des fichiers trop lourds pour pas que ce soit refusé. Enregistrement de flux, donc là, une erreur qui revient très souvent, c'est le pays cible. Donc votre pays, le flux dans lequel vous diffusez le produit doit être le même que le pays dans lequel vous diffusez dans lequel vous vendez vos produits, donc un flux par pays tout simplement. Et au niveau de la création, vous respectez les formats qui sont autorisés.
Autre point, on y reviendra un peu tout à l'heure, plutôt sur des recommandations de Jérémy d'optimisation, en tout cas d'optimisation du contenu et du flux. Un produit qui est assez important, c'est, enfin en tout cas une erreur qui arrive assez souvent, c'est les images. Les images de mauvaise qualité sont refusées, donc il ne faut pas qu'il y ait de filigrane, pas de logo, pas de texte, pas de bordure, et surtout que l'URL dans l'attribut lien image ne redirige pas, redirige vers une image valide, auquel cas sinon ce sera refusé. Pareil pour les images trop petites, donc au minimum 250 x 250 pour des produits vestimentaires, et pour tout le reste 100 x 100. Voilà. Pour le reste, page produit inaccessible, ça parle, enfin, le nom explique très bien ce en quoi ça consiste, et les microdonnées qui sont généralement plutôt des recommandations et suggestions d'optimisation, donc pas bloquants, mais qui ressort assez souvent. Et tu fais bien de le rappeler justement, Étienne, tous ces problèmes connus sur Shopping peuvent générer justement la suspension ou la non-diffusion des campagnes shopping et peuvent avoir donc des grosses répercussions sur la diffusion et sur le revenu généré par celle-ci, et donc impacter de manière non négligeable les comptes des grands annonceurs. Je vais vous parler maintenant justement de la deuxième étape justement pour optimiser vos éléments textuels du flux. Le titre a une importance qui est essentielle. Il est limité à 150 caractères. J'attire votre attention en particulier sur les 70 premiers caractères qui sont visibles dans les miniatures pour les internautes. Optez pour un vocabulaire qui est très orienté produit, qui est spécifique et qui décrit de manière précise le produit en question. Et menez également des tests sur l'ordre des mots dans les champs du titre, puisque ceux-ci ont une importance. Donc, par rapport au secteur et à l'environnement dans lequel vous évoluez, vous avez des syllogismes qui peuvent être conseillés. La pratique qui est généralement conseillée également par Efilab, c'est d'observer la concurrence, de voir ce qui se fait de mieux sur le marché, de mener des tests et d'adapter votre stratégie par rapport à ces tests. Lorsque la diffusion vous paraît optimale, gardez ce syllogisme ici. En termes de pratique, pour maximiser l'impression, préférez justement des termes génériques dans votre titre, ce qui vous permettra de mieux ressortir par rapport aux requêtes principales de votre environnement. En revanche, si vous préférez vous positionner sur les termes plus spécifiques ou très propres à chaque produit, utilisez des termes qui décrivent votre produit en question et vous optimiserez ainsi le CTR de vos campagnes. On reprend l'exemple d'une publicité qui a été élaborée par Nike, qui décrit le nom du produit, Air Max, le genre justement, le genre avec une basket pour homme et la couleur, et qui m'apparaît comme très pertinente. Et du coup, j'ai une question, Jérémy. Est-ce que quand, tu as déjà eu des exemples de clients ou en tout cas de comptes sur lesquels, en changeant ne serait-ce que le titre, en tout cas d'optimiser en suivant un peu ces guidelines-là que nous, on préconise généralement, est-ce que tu as déjà eu des augmentations ou des améliorations des performances de tes campagnes? Tout à fait, Étienne. C'est vraiment un attribut qui est essentiel et nous avons déjà observé de gros progrès jusqu'à multiplier par 3 le nombre et le volume d'impression pour un annonceur et également lui permettre de dépenser plus et également d'avoir plus de revenus par ces optimisations. Un autre élément justement concerne les optimisations de la description. Incluez le maximum de mots-clés qui sont proches justement de votre champ lexical, de votre vocabulaire de métier. Justement, évitez en revanche le keyword stuffing qui n'apporterait aucun intérêt à l'internaute. Donc, utilisez les arguments de vente classiques que vous utilisez sur votre site web. La similarité de votre annonce shopping au contenu qui est présent sur votre site web agit positivement sur le taux de conversion des internautes qui retrouvent ainsi les informations qu'ils ont vues justement sur shopping. Et une dernière petite astuce est d'analyser les termes de recherche et Google Trends pour au mieux vous synchroniser par rapport aux occasions spéciales, comme on peut l'avoir en cette fin d'année à l'occasion du Black Friday ou des fêtes de fin d'année, en incluant ces termes dans vos descriptions qui vous permettront de mieux ressortir sur des requêtes par rapport à ces fêtes de fin d'année. On ne répète jamais assez, compléter de façon exhaustive la liste des attributs disponibles est essentiel, donc en particulier pour les annonceurs qui évoluent dans le secteur du retail, avec par exemple les attributs groupe, sexe ou couleur, qui sont essentiels dans cet environnement-là, mais également la catégorie groupe ID qui vous permet de proposer différentes variantes d'un même produit aux internautes, et ainsi par exemple dans le secteur du retail, leur proposer des coloris différents, ou justement dans le cas des viands, des contenances différentes. Enfin,
optimiser la granularité des catégories Google vous permet de mieux ressortir vis-à-vis des internautes qui utilisent l'outil de comparaison entre les annonceurs et vous garantit ainsi de ressortir sur ces requêtes-là. Par la suite, le dernier élément à optimiser après avoir optimisé le texte et la description est de proposer des images de haute qualité. On n'hésite pas vis-à-vis de nos annonceurs de proposer la résolution maximale autorisée, 800 pixels par 800 pixels, pour avoir des images très quali et qui ressortent et qui font ressortir votre marque comme pertinente par rapport aux requêtes de l'annonceur. Donc généralement, toi, tu recommandes 800 x 800, quel que soit l'annonceur. Quel que soit l'annonceur, s'il dispose d'images de bonne qualité, on recommande plutôt 800 par 800 qui garantit une très bonne image. Okay. La deuxième étape, justement, après avoir optimisé le flux qui, on le répète, équivaut au quality score justement des campagnes search et qui est la première brique justement d'une bonne optimisation des campagnes shopping, bien structurer ces campagnes par rapport aux objectifs de votre annonceur est une étape essentielle. Et la première question à se poser, c'est est-ce que cet annonceur dispose de points de vente ou effectue uniquement uniquement justement de la diffusion de ses produits en ligne. Si elle dispose de points de vente et de produits en magasin, il est important de développer des campagnes pour les produits en magasin. Typiquement, vous pouvez être plus visible pour des utilisateurs qui seraient en recherche d'un produit et dont vos points de vente disposeraient justement en magasin. Ça vous permet justement d'utiliser un format spécifique de Google qui s'appelle Local Inventory Ads, qu'on verra par la suite de cette présentation, et lui proposer justement un retrait en boutique, ce qui permet justement de synchroniser le offline et le online. Pour le reste des campagnes qui sont disponibles en ligne et en magasin, vous pouvez développer des campagnes génériques où vous mettrez l'accent particulièrement sur les ordinateurs afin justement d'être plus rentable et d'optimiser le retour sur investissement. Est-ce que c'est quelque chose que tu systématises, toi, Jérémy, quand tu as un compte de retailer, donc avec des boutiques physiques, quelque chose que tu systématises de séparer les campagnes en deux, d'en faire une exclusivement pour les produits en magasin? On le systématise effectivement en fonction des besoins du client, mais c'est une stratégie qui peut s'avérer payante et qui peut permettre de lui gagner en compétences et en performance sur ces éléments-là. Okay. Cette segmentation des campagnes, en plus de la segmentation magasin vs en ligne et en magasin, nous l'agrémentons de labellisation qui permet de tirer le meilleur de vos campagnes shopping. En particulier, les custom labels sont essentiels pour réaliser cet effet. Cela vous permet d'ajouter des informations à chaque produit, de savoir si ce produit-là, par exemple, est plutôt un produit qui sera diffusé au printemps, à Noël, qui est un produit qui dispose de remises intéressantes ou qui est un produit best-seller ou à forte marge. Toutes ces informations vous permettront de mieux segmenter vos campagnes shopping et ainsi de gagner en compétences. Je suis totalement d'accord avec toi, Jérémy, sur la partie label. Je pense qu'aujourd'hui, les libellés sont sous-utilisés au global, hein, alors que c'est, je pense, une manière de différencier. Donc on parlait de marge, de saisonnalité, etc. Je pense que c'est une manière de piloter qui est un peu différente. Et du coup, puisque là, on est dedans, je pense qu'on est dans une saisonnalité avec Black Friday, Cyber Monday, et on arrive du coup sur Noël, la période des fêtes, où il va y avoir, je pense, des grosses problématiques sur shopping, en tout cas des beaux challenges. Toi, quels seraient les labels, donc un ou deux labels que tu recommanderais en priorité à nos annonceurs? Je pense que les labellisations justement sur la saisonnalité sont essentielles. Nous pensons par exemple au Black Friday cette semaine ou aux fêtes de fin d'année par la suite. Ça vous permet justement de mettre en avant des produits qui sont essentiels, qui vont très bien se vendre et qui représentent votre gamme Black Friday ou gamme Noël, et d'éviter de passer à côté, puisqu'on le sait, en termes de saisonnalité, on parlait sur le Black Friday qui dure pendant 3 jours. Il ne faut pas passer à côté et ça vous permet vraiment de les traiter à part. Disposer justement des priorités entre les campagnes vous permet en plus de vous assurer justement de la bonne diffusion de ces produits. Donc nous mettrons une priorité plutôt élevée aux produits qui sont les plus rentables, qui sont saisonniers ou à forte demande,
et une priorité plus faible à tous les autres produits qui sont soit moins rentables ou soit qui représentent un enjeu moins important pour votre annonceur. Et qu'on peut recouper avec de la marge aussi, si on veut pousser plus un produit en marque propre ou autre pour un retailer, pendant cette période-là, parce qu'on sait que ça va bien se vendre et qu'on va faire de la marge, ça peut être aussi une bonne manière de structurer. Effectivement. Ici, en plus de la segmentation dont on vous a parlé tout à l'heure, entre la segmentation des campagnes en point de vente et les segmentations des campagnes en point de vente et en ligne, nous agrémentons nos structures d'une structure qui met en avant en priorité les campagnes qui sont les plus rentables, qui sont avec les produits qui sont les plus vendus, ou les campagnes saisonnières ou promotionnelles, comme c'est le cas pour le Black Friday, avant de mettre des priorités moins élevées aux autres types de campagnes, comme celles qui présentent tous les produits de l'annonceur, et en particulier les produits les moins rentables. Cette bonne structure des campagnes doit être, et c'est notre troisième étape, agrémentée d'une bonne gestion. Pour ceci, nous avons différentes pratiques qui passent de l'implémentation de promotion à un bidding efficace qui est focalisé sur la performance et sur la marge générée, avant justement de s'assurer de la bonne diffusion de nos campagnes. De la même manière que sur le search, l'implémentation des promotions, des extensions d'avis, ou justement des promotions qui permettent de vous rendre plus visible par le biais d'un coupon, vous maximise votre CTR et vous rendre plus visible sur Google. On ne le répétera jamais assez, on vous conseille de les agrémenter pour toutes vos promotions sur des remises, sur des cadeaux potentiels ou sur des livraisons offertes qui permettraient d'attirer l'internaute sur votre annonce. Le deuxième point passe justement par une analyse des performances. Donc, comment analyser les performances d'une campagne shopping? En termes de pratique, en termes de structure, ce que je vous conseille, c'est de développer une structure par rapport aux objectifs que vous avez développés. Si votre objectif est d'attirer un maximum de trafic et d'accroître votre visibilité, dédiez des ad groupes spécifiques pour les produits qui génèrent un maximum de clics et un maximum d'impressions. Ça vous permettra de les traiter différemment et en les traitant différemment, vous optimiserez votre campagne shopping. Pour maximiser les ventes, dédiez des ad groupes spécifiques avec des enchères assez élevées pour les produits qui génèrent le plus grand nombre de conversions. Si on se penche, par exemple, sur une campagne shopping qui a été lancée, comment pouvons-nous analyser ses performances? Si par exemple le produit ne dispose de 0 impression, l'enchère est peut-être trop basse, le flux produit est de mauvaise qualité, ou le produit sur lequel vous essayez de diffuser, ou le produit groupe sur lequel vous essayez de diffuser ne comporte aucun produit. Pensez à vérifier ces 3 étapes avant justement de prendre des décisions sur l'appétence des audiences par rapport à votre produit. Si en revanche, votre produit dispose de beaucoup d'impressions mais peu de clics, votre image est sans doute mauvaise et n'attire pas les internautes, ou votre titre très peu pertinent. Une autre possibilité peut être votre compétitivité sur le prix qui mettrait en avant d'autres annonceurs par rapport à vous. Et on le sait que Shopping est un levier qui est très focalisé sur le prix. C'est un aspect essentiel. Troisième cas de figure, si votre produit dispose de beaucoup d'impressions, beaucoup de clics, mais assez peu de conversions, les 2 premières étapes justement qui ramènent l'internaute avant que l'internaute arrive sur votre site web sont probablement de qualité. En revanche, votre landing page présente peut-être des problèmes. Vous disposez peut-être de peu d'avis clients ou d'avis clients qui ne rassurent pas justement le nouvel internaute, ou votre ergonomie de votre landing page est à revoir. Pour bider à la performance, quelles sont les conséquences justement d'enchères faibles ou d'enchères élevées sur les termes de recherche ou sur votre positionnement? En règle générale, si votre enchère est faible, vous ressortirez principalement sur des requêtes plus longue traîne qui seront assez spécifiques aux titres et aux attributs de votre produit et où la concurrence est généralement moins élevée. En revanche, ces enchères faibles ne vous permettent pas d'accéder à des requêtes qui sont plus concurrentielles, généralement plus génériques et avec un volume d'impression supérieur. Pour ceci, vous devrez augmenter vos enchères. Un bon exercice est d'utiliser l'outil de Google, le Bid Simulator, qui vous permet d'avoir des informations sur le volume potentiel en clics ou en impressions dégagé par une augmentation d'enchères. Je pense que là, il y a plusieurs stratégies. Il y a le bidding à la performance. Quand tu parlais d'enchères faibles, on va chercher des requêtes où on a moins de volume
et potentiellement des CPA, des coûts par acquisition ou des enchères qui sont plus accessibles. C'est une stratégie. Quand on est dans la recherche de rentabilité, de ROI pur et dur, je pense que c'est ce qui s'applique bien. Après, c'est toujours un peu ce dilemme de est-ce qu'on va chercher des enchères un peu plus élevées sur des requêtes peut-être plus génériques, qui sont plus recherchées, du coup, alimenter nos bassins d'audience et du coup générer peut-être plus de volume. Je pense que c'est une réflexion à avoir aussi entre ROI versus volume, où forcément on dégrade un petit peu la rentabilité. Tout à fait, c'est une question essentielle à développer avec nos annonceurs. Notre stratégie est habituellement d'utiliser des enchères assez élevées lorsqu'on bide à l'ID du produit et où on réfléchira vraiment à la performance de ce produit sur un historique suffisamment élevé, mettre des enchères élevées forcément sur nos produits les plus performants. En revanche, lorsque le nombre de produits devient très très important, nous avons plutôt tendance à avoir des enchères moins élevées. Une autre manière également de faire du bidding, en tout cas d'enchérir, si on ne prend pas forcément comme indicateur le CPA ou le CPC, c'est tout simplement d'enchérir à la marge. Donc là, si vous avez des annonceurs sur lesquels vous avez des informations suffisamment en avance pour savoir quels produits sont rentables, sur lesquels vous avez plus de marge ou sur lesquels les paniers moyens sont plus élevés, si vous-même vous êtes annonceur et vous avez cette distinction de fait, c'est intéressant de recouper ça avec vos données AdWords pour savoir en fait et isoler, c'est ce qu'on commençait à aborder tout à l'heure, des campagnes. On peut utiliser les labels notamment, isoler des campagnes et avoir différents niveaux de campagne. Par exemple, une campagne sur laquelle on peut imaginer avoir de la marge haute, où on va donc potentiellement avoir des produits avec des paniers moyens plus élevés, donc on va générer du coup plus de chiffres dessus, ou en tout cas plus de marge nette. Et sur ces produits-là, on peut potentiellement s'accorder des enchères qui sont plus élevées, on peut être plus agressif parce qu'on sait que derrière, ça restera rentable. Versus d'autres catégories où là, on aura des produits entre guillemets un peu fourre-tout, une campagne où là, on mettra des produits avec des paniers moyens plus bas, sur lesquels on aura des enchères beaucoup moins élevées logiquement, puisque on ne sera pas prêt à payer le même coût pour la même personne, pour ce produit-là, dès lors qu'il ne nous ramène pas en fait la même marge derrière. Donc, toujours cette notion de rentabilité volume, et une manière en fait d'enchérir, c'est vraiment de segmenter à la marge et d'enchérir en fait en fonction d'être agressif en fonction de la marge que ça vous apporte derrière. Donc un autre point également pour compléter ce que tu disais, Jérémy, qui est sur une fois que voilà on a sa stratégie d'enchère bien en place, ce qui est important, c'est que le flux du coup est à 100% optimisé. L'idée, c'est aussi de vérifier sa diffusion, donc de regarder si on est diffusé suffisamment et autant qu'on le voudrait. Donc là, il y a une manière de le faire qui est assez simple. Sur la nouvelle plateforme d'AdWords, à laquelle vous avez du coup tous accès, vous pouvez regarder, donc il y a dans la colonne, vous regardez si vous êtes dans le groupe de produits, il y a une catégorie qui s'appelle Shopping, et vous avez des colonnes qui sont dédiées en fait et qui vous donnent des indicateurs supplémentaires auxquels nous n'avions pas accès avant et qui vous permettent de regarder. Donc là, on va se focaliser notamment sur deux de ces indicateurs, donc le pourcentage de produits actifs et le taux d'impression. Le taux d'impression, on y avait accès avant, le pourcentage de produits actifs, c'est relativement nouveau, et ce que ça permet de voir, c'est le pourcentage de produits actifs, c'est le nombre de produits en fait qui sont diffusés dans un groupe de produits ou dans une campagne, versus le nombre de produits qui ont été envoyés ou qui sont actifs ou en tout cas approuvés sur votre flux. Donc là, dans ce cas-là, par exemple, on peut voir sur la première ligne qu'on a uniquement 1,13% des produits qui sont actifs, alors que quasiment 100% des produits sont approuvés. Ce qui veut dire qu'on a 27 000 produits qui sont potentiellement prêts à être diffusés, ou qui pourraient être diffusés puisque approuvés dans votre flux, mais il n'y en a que 314 qui sont réellement diffusés en fait et qui participent à des enchères et qui seront affichés. Donc n'hésitez pas à regarder cet indicateur-là. Ça vous donne une idée de comment, en tout cas, performe, ou peut-être si on est passé à côté justement de diffusion des produits. Avoir un flux, c'est bien, les diffuser, c'est encore mieux. Deuxième point, le taux d'impression perdu. Donc ça, littéralement, c'est vraiment votre part de marché, donc votre part d'impression sur le search et sur Google Shopping. Et ça vous dit très simplement, en fait, de manière chiffrée, quel est le pourcentage de demandes qui est encore disponible, sur laquelle vous n'êtes pas encore apparu. Donc soit pour des raisons d'enchères insuffisantes, soit pour des raisons de budget limité. Dans ce cas-là, on se focalise sur les enchères. Et ça peut être un bon indicateur. Si on est sur un produit, encore une fois, par exemple, libellé marge haute, et qu'on voit qu'on a un taux d'impression perdu sur les enchères de X%, ce qui veut dire qu'on peut, si on a suffisamment de marge, alors ça c'est un calcul que vous devez faire de votre côté en tant qu'annonceur,
ou si vous gérez un compte d'un annonceur retail, vous devez calculer du coup, est-ce que je peux me permettre d'aller chercher plus d'enchères ou d'enchérir suffisamment, enfin encore un peu plus parce que y a de la demande supplémentaire et je suis relativement confortable sur ma marge. Donc n'hésitez pas à utiliser ces indicateurs-là qui sont faits justement pour vous permettre d'optimiser votre diffusion sur Shopping. Une fois que vous avez intégré une bonne gestion à votre site web, vous pouvez justement essayer d'optimiser et d'aller plus loin votre présence. Donc le premier point sur lequel je vais vous parler, ce sera la stratégie Web to Store. Comment on peut utiliser la synergie de l'online et du offline pour ramener de potentiels acheteurs qui sont situés à proximité d'un point de vente depuis une annonce AdWords. C'est une fonctionnalité qui peut être développée dans les paramètres justement de vos campagnes. Ça vous permet d'être plus visible et de proposer une redirection aux internautes qui se situent à proximité d'un point de vente. Les intérêts justement de faire ça et de segmenter les campagnes, c'est de permettre d'aller chercher plus loin sur le mobile pour les annonceurs qui sont situés proches de chez vous. Également, pendant les horaires d'ouverture, on conseille d'augmenter les ajustements d'enchères, ce qui permet une redirection potentielle vers le point de vente le plus proche de l'internaute. Et également, nous pensons qu'ajuster les enchères en fonction des lieux qui sont situés à proximité de ces points de vente est une bonne pratique. 3 flux supplémentaires sont cependant nécessaires pour implémenter cette stratégie Web to Store. Ce Local Inventory Ads, c'est un flux justement sur les locations, un flux qui vous permet justement d'avoir des informations sur les produits qui sont vendus en ligne, en magasin ou bien les deux. Et enfin, dernièrement, un flux qui vous donne des informations en temps réel sur les stocks disponibles des points de vente afin qu'il n'y ait pas d'effet déceptif pour un internaute qui aurait vu un produit disponible dans un point de vente et qui ne le serait plus au moment où il arrive à ce point de vente. Puis là, on est totalement dans la période, du coup, avec justement la grosse saisonnalité qui arrive, de faire des liens, de créer des ponts entre l'online et l'offline, puisqu'il y a quand même encore beaucoup de ventes qui sont dans les magasins. Effectivement, que ce soit d'ailleurs pour le Black Friday ou pour les fêtes de fin d'année, il peut avoir un intérêt d'avoir un flux à jour et de disposer de ces fonctionnalités pour rédiger jusqu'au dernier moment de Noël, par exemple, en point de vente, et ainsi maximiser son volume de conversion. Le deuxième point est une nouveauté Google, ce sont les annonces Showcase. On vous les propose puisque ça vous permet de vous positionner via Shopping, qui est quand même un produit hyper visuel, sur des requêtes génériques. Une statistique intéressante à voir, justement, que 40% des requêtes associées à un achat sont issues de requêtes génériques. Ça vous permet ainsi de mieux faire découvrir votre marque. Quand on le place en contexte, ces 40%, je pense que ça démontre très bien les tendances aujourd'hui consommateurs, c'est que quand on va chercher dans le rythme, que ce soit dans la mode ou autre, chercher un produit, surtout sur des périodes de type Black Friday ou Noël, on n'a pas forcément une idée très précise du cadeau qu'on veut acheter ou en tout cas du produit qu'on veut s'offrir à soi-même ou à nos proches. C'est-à-dire qu'on cherche de l'inspiration, on cherche justement à ce qu'on nous accompagne, en tout cas sur le retail. Donc il y a beaucoup de requêtes qui sont génériques et je pense que c'est là où Showcase peut avoir un intérêt puisque ça permet de faire découvrir une marque. Moi, du coup, j'avais une question, Jérémy, pour toi, c'est pour quel type d'annonceur, du coup, à quel type d'annonceur plutôt tu recommanderais d'utiliser ce format-là, Showcase, sur Shopping? Ok, sur Showcase, l'objectif n'est pas d'avoir un produit qui va vous permettre d'avoir le même retour sur investissement que votre campagne Shopping classique. En revanche, ça vous permet d'être plus visible et par rapport à ta question, Étienne, d'augmenter si vous avez par exemple la volonté de sensibiliser vos clients sur une nouvelle catégorie de produits, je pense que Showcase peut être très adapté et vous rendre plus visible par rapport à ses clients, ou bien pour dominer une catégorie et exercer, même sur des requêtes purement génériques, témoigner à l'internaute que vous êtes un acteur très important du marché. Je pense que ces annonces Showcase sont essentielles. Ainsi, pour les KPI, vous n'allez pas les juger
juger de la performance de la même manière que votre campagne shopping. Ce sera plus des KPI en termes d'engagement, en termes de conversion directe et indirecte, en termes de conversion après affichage. Un point intéressant serait justement de pouvoir juger des chemins de conversion et d'utiliser justement l'onglet Top Pass de Google Analytics pour pouvoir juger des connexions entre ces campagnes showcase et ensuite vos requêtes marques. Donc globalement, en fait, on le positionne plutôt comme un showcase, comme un produit qui intervient un peu en amont justement du process de conversion, d'où ces KPI. Ces KPI. Exactement, vous êtes vraiment sur une phase de notoriété où d'engagement, considération. Exactement, d'engagement, de considération, vous positionnez tout en haut du tunnel de conversion. Justement, les synergies qui existent entre le shopping et le search sont prouvées et prouvent également à l'internaute que vous êtes un acteur important de sa requête. Lorsque vous associez une annonce search à une annonce shopping, nous observons généralement plus 83% d'achats par rapport à une annonce shopping unique. C'est des chiffres qui sont assez moyens, mais qui traduisent vraiment à l'internaute, qui le rassure dans son parcours d'achat. Donc, nous vous conseillons plutôt de vous positionner également sur des requêtes search. Un autre point que nous utilisons, que nous procédons justement au sein de l'agence, est l'utilisation des audiences RLSA. C'est essentiel justement à shopping et ça vous permet de mener une stratégie très différenciée qui mettront en place des ajustements d'enchères différents aux audiences en fonction des actions réalisées sur votre site web par degré de récence et type d'interaction. Typiquement, si la personne a mis un produit à son panier ou a visité une page produit, nous mettrons en place des ajustements d'enchères supérieurs à une personne qui n'a que visité notre page d'accueil. De la même façon, cela nous permet d'aller chercher plus sur les clients qui nous connaissent déjà afin de maximiser la réitération de leur action et d'une conversion. Sur le RLSA, du coup, c'est une bonne pratique. Nous, on préconise ça en fait à tous nos annonceurs parce que quand on parle de rentabilité, quand on parle de ROI et surtout d'optimisation des performances, on parle de RLSA. Est-ce que c'est quelque chose que vous systématisez chez tous vos clients? On systématise effectivement cela chez tous nos clients et en particulier sur le search et sur shopping. C'est un aspect essentiel chez nous pour aller chercher plus en performance. Et les audiences RLSA disposent dans la grande majorité des comptes, de performances bien évidemment très supérieures à ce qu'on connaît sur une audience qui ne nous connaît pas. Dans la même optique, le remarketing dynamique permet justement de développer une stratégie qui est axée sur le tunnel de conversion pour les audiences qui sont passées vers notre site web. Nous assurons ainsi un suivi de l'internaute tout au long de son parcours d'achat. Et dans la mesure où ils utilisent le même flux produit, cela permet de mettre en avant les environnements de produits les plus pertinents auprès des audiences les plus pertinentes. Et remarketing dynamique, du coup, pareil, je pense que c'est un outil très axé performance, puisqu'on va parler à une audience qui est quand même très qualitative. Est-ce que toi, tu le proposerais d'instinct comme ça à tout type d'annonceur? Je le proposerais à tout type d'annonceur, puisque c'est un format Google qui est très performant sur la majorité des annonceurs, en particulier pour les annonceurs qui disposent d'un grand nombre d'inventaires, d'un grand nombre de produits au sein de leur inventaire. Et cela permet justement de mettre en avant différents environnements, différentes gammes, mais également de proposer du cross-sell ou de l'upsell pour certains annonceurs. D'accord. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est le remarketing dynamique. Donc évidemment, et un quick win, hein, c'est quand on a un flux shopping et qu'on n'est pas présent, c'est très simple de basculer. En fait, la création est beaucoup plus simplifiée sur la création du flux. Mais je pense aussi, ce qui peut être intéressant, c'est de le faire, donc évidemment sur les retailers, mais d'avoir aussi, pourquoi pas, d'autres types, si vous êtes des annonceurs, si vous êtes vous-même un annonceur, par exemple de comparateur de prix ou avec des gros inventaires comme que tu mentionnais, Jérémy, le marketing dynamique, ça peut être un plus, en tout cas dans une action ou une dimension performance.
Tout à fait. On est vraiment dans cette optique-là et ça agit en synergie avec ce que nous faisons sur Shopping. Donc, en ce sens, nous systématisons également cette implémentation. Nous avons une question justement de Steven qui demandait quel pourcentage d'ajustements d'enchères ont conseillé en RLSA. Donc, effectivement, Efilab est une agence qui est plutôt focalisée à la performance. Donc, nous le ferons plutôt en regardant les stats. Par mon expérience, nous n'hésitons pas justement à augmenter considérablement ces enchères pour des audiences RLSA. Nous pouvons aller de plus 100% à plus 300% d'ajustement d'enchères pour certaines catégories de visiteurs qui sont très qualifiés. Mais encore une fois, la bonne pratique et la meilleure pratique est de regarder la performance de ces audiences par rapport aux audiences génériques et d'appliquer des ajustements d'enchères qui sont proportionnels aux performances que vous voyez réellement. De la même façon, mettre à jour régulièrement ces ajustements, et en particulier pour de fortes périodes, comme sur le Black Friday ou les fêtes de fin d'année, est essentiel pour aller chercher le maximum de vos campagnes. Si je peux compléter là-dessus, Jérémy, je pense en termes de pourcentage d'ajustement d'enchères, ce qui peut être intéressant de regarder, c'est déjà quelle est la liste d'audience, le niveau d'engagement. Si voilà, c'est une personne qui est arrivée sur la landing page, voilà, c'est pas forcément une personne qui est très intéressante, donc on va pas enchérir autant dessus. Par contre, une personne qui est arrivée très loin dans le funnel de conversion et qui a abandonné le panier ou qui a consulté X pages produits, là, on peut être plus agressif. Et ensuite, un autre indicateur du coup à recouper avec qui peut être la position moyenne. Donc, si on est justement, si on voit que sur une audience qualitative où on est donc sur des utilisateurs par exemple qui ont abandonné le panier et qu'on a une position qui n'est pas proche de 1, on peut aller être agressif. On peut se permettre d'être agressif parce qu'on sait que ça va potentiellement nous ramener des conversions derrière. Voilà. Ensuite, pour justement optimiser également votre présence sur le mobile, on sait que le mobile dispose d'une proportion de plus en plus importante dans le parcours d'achat des internautes et notamment dans les recherches navigationnelles. Je vous invite justement à vous poser deux questions. La question justement de la nature de la recherche de l'internaute. Est-ce que le mobile est pertinent dans ce parcours d'achat? Est-ce que votre site est optimisé mobile? Attirer plus d'internautes dès les premières étapes du tunnel de conversion peut être très intéressant puisque cet internaute vous connaîtra ensuite et réitérera ses recherches sur un desktop. De plus, le mobile vous permet de bénéficier de CPC qui sont généralement moins importants que sur desktop et donc d'attirer plus de monde pour le même budget. Le CTR y est de façon générale plus important. On le voit comme sur notre droite, la proportion importante de shopping sur mobile en termes de visibilité et qui permet de se rendre plus visible par l'internaute. Les KPI principaux sur mobile sont pour moi le niveau des CPC, le taux de conversion et le ROI. Pour compléter, je pense que c'est globalement, le mobile, c'est une étape incontournable. Quand on soit sur du paiement en ligne, on a 30% des conversions, en tout cas des achats, des transactions pardon, qui sont faites sur mobile dans le retail. Donc déjà, sur la partie online, le mobile prend de plus en plus de place. On a des parcours qui sont optimisés, des chemins de conversion qui sont adaptés, des applis, etc., qui facilitent en fait l'utilisation du mobile pour le paiement. Mais au-delà de ça, quand on est dans la recherche, la prise d'information, c'est quand même l'outil qui nous vient à l'esprit assez facilement qu'on utilise. Donc on a la chance d'avoir un format et des écrans qui sont justement où on ne supporte pas énormément d'annonces, ce qui fait qu'on peut très facilement prendre de l'espace. On le voit là sur l'exemple de droite où Reebok prend quasiment la moitié de l'écran avec des annonces. Donc c'est une manière en fait d'être présent et d'être là sur ses premières intentions. Et au-delà de ça, voilà, tirer profit du mobile pour aller créer des synergies entre l'online et l'offline, être présent avec les extensions, etc. Je pense que c'est encore, comme le disait Jérémy, très abordable en termes de CPC. On est largement en dessous du desktop, sous-utilisé dans toutes les industries, notamment sur le secteur du retail. Donc je pense un point de focus. Et cela vous permet également d'attirer plus de monde et de nourrir vos listes de remarketing, ce qui est également essentiel. Pour aller plus loin, justement, les stratégies automatisées
permettent d'avoir une marge généralement plus stable et d'aller chercher plus loin. Donc nous conseillons, nous essayons d'optimiser nos campagnes avec des stratégies au target CPA ou au target ROAS pour tirer le meilleur profit de nos campagnes. Généralement, les campagnes au target ROAS sont ce que nous conseillons à nos clients, qui permettent justement de prendre en compte le panier moyen qui est généré, le panier et le chiffre d'affaires qui est généré par chaque produit et d'en tirer le meilleur profit. Ceci se demande cependant des prérequis, un minimum de 200 clics par semaine par groupe et également 50 conversions lors des 30 derniers jours. Ceci sont des informations qui sont nécessaires à l'algorithme pour réussir à performer et à être optimisé. Ne fixez pas d'objectifs trop restrictifs au ROS, vous risquez cependant une faible diffusion, une non-diffusion de la campagne lorsque celui-ci est trop restrictif. Dans nos comptes, nous avons l'habitude d'utiliser ce genre de stratégie, et ces stratégies nous permettent d'avoir un ROI généralement plus stable et d'aller chercher plus en volume que notre gestion au CPC. Pour compléter ça, les stratégies d'enchères automatisées, ça fait souvent peur, on ne sait pas forcément comment trop s'y prendre, ou alors ça ne marche pas forcément. Il y a quelques petites, je pense, orientations à avoir ou guidelines en tête, notamment le fait de stratégie automatisée, c'est pas forcément, c'est pas ça qui va révolutionner entre guillemets vos coûts par acquisition. Donc quand on a un coût par acquisition, disons sur les 30 derniers jours de 25 €, c'est pas en mettant un CPA de 20 € sur le target CPA que ça va marcher. Donc l'idée c'est plutôt en fait d'automatiser et de se dédouaner toute cette partie d'enchères manuelle. Et en fait ça peut s'avérer très utile, mais je pense qu'il faut laisser de l'espace justement à l'algorithme. Il faut suffisamment être souple sur le CPA au début pour ensuite pouvoir redescendre graduellement et arriver à votre CPA cible. Il y a une manière en fait de tester aussi les stratégies d'enchères, donc malheureusement pas le ROAS parce que c'est pas encore disponible sur cette fonctionnalité-là, mais Draft and Experiments, donc brouillon sur AdWords, vous pouvez faire des tests en fait des stratégies d'enchères et vous pouvez regarder en fait splitter votre trafic en deux, donc séparer votre trafic en deux et regarder en fait l'évolution d'une stratégie d'enchères automatisée versus une stratégie d'enchères manuelle par exemple. L'idée c'est que je vous encourage, si vous n'êtes pas convaincu de l'intérêt des stratégies d'enchères, à tester et à tester avec la fonction brouillon, puisque quand on fait du test après versus avant ou avant versus après, on donne pas les mêmes conditions de test. Donc si on met des enchères pendant 30 jours et les 30 jours suivants on met une stratégie d'enchères différente, on peut pas comparer en fait les deux, puisqu'il y a plein d'effets qu'on ne maîtrise pas, la saisonnalité, les enchères concurrentes. Voilà, il y a pas mal de signaux qui seront pas équitables sur une période donnée, surtout quand il y a de la saisonnalité en jeu, comme maintenant. Donc, si vous voulez faire un test en bonne et due forme, utilisez la fonction brouillon, séparez votre trafic en deux et vous êtes sûr que vous avez les mêmes conditions, en tout cas pour les deux stratégies. Et pour juger également de l'efficacité de votre campagne optimisée au ROS, vous pouvez aller dans la bibliothèque partagée et comparer le petit graphe qu'on voit en bas de l'écran et qui vous montre le niveau du target ROS de votre objectif et le niveau réellement réalisé par la campagne. Cela vous permettra de déterminer si votre demande est trop importante pour les possibilités de l'algorithme ou si en revanche vous êtes en train de surperformer et vous pouvez augmenter notamment les budgets pour aller et continuer à aller chercher plus. Là. Voilà, donc c'est tout pour nous. Donc n'hésitez pas, si vous avez déjà des questions, à nous les poser, également à nous donner votre avis. Donc là, vous avez un lien qui s'affiche à l'écran. Donc n'hésitez pas à nous donner votre avis sur ce Focus Partner, sur cette Online Academy. Voilà, on cherche aussi à avoir vos retours, savoir si c'était intéressant ou si ça a pu vous être utile. On espère que ça l'a été avec Jérémy. On vous remercie en tout cas d'avoir assisté à ce Online Academy Focus Partners. Retrouvez-nous du coup pour la prochaine session qui aura lieu mardi 28 novembre et qui parlera en fait des stratégies d'enchères automatiques en search. Et vous avez du coup le lien qui s'affiche encore à l'écran. Vous pouvez retrouver du coup toutes les formations partners sur différentes thématiques. Donc n'hésitez pas à les consulter.
Merci à vous. Très bonne journée à tous et puis bon courage pour Black Friday, les fêtes et la suite. À bientôt.